cours concernant le cours d'analyse financière qui serait consacré effectivement à la suite du cours du module concernant l'analyse financière. Nous avons vu les séances dernières un chapitre introductif portant sur la définition de l'analyse financière, la démarche d'analyse financière, les objectifs, tout ce qui tourne autour des conceptions, des approches de l'analyse financière. Un deuxième chapitre est consacré, effectivement, quand vous avez pu le suivre avec nous, elle est consacrée sur l'analyse du CPC, analyse du CPC, là où nous avons vu les contraintes ou bien les reproches qu'on adresse au CPC dans la mesure où il est incapable, nous l'avons vu ensemble, et vous étiez d'accord avec moi que le CPC était incapable de faire apparaître les sortes intermédiaires de gestion qui sont nécessaires bien sûr à la prise de décision et à la gestion au management. Et donc pour combler cette lacune du CPC, l'analyste financier pourrait, comme nous avons pu le suivre tous ensemble, établir, si vous voulez, ce qu'on appelle l'état de sorte de gestion, c'est le quatrième état de synthèse du plan comptable marocain qui est constitué bien sûr par le tableau de formation des résultats et du tableau si vous voulez, de calcul de la capacité de financer. Aujourd'hui, nous allons donc s'attarder effectivement sur une deuxième source d'information qui se porte devant l'analyste financier et qui effectivement se base cette fois-ci non pas sur le bilan, non pas sur le CPC, mais plutôt sur le bilan, c'est-à-dire sur le premier état de synthèse qui est établi par le comptable. Et donc c'est le bilan, il s'agit du bilan comptable. La chose à laquelle on doit faire attention ici, c'est que l'analyse financier ne prend pas les éléments inscrits au niveau du bilan comme ça pour argent comptant, sans modification, sans aucun retraitement ni reclassement. Mais il convient pour l'analyste financier de corriger, entre guillemets, le bilan comptable pour effectivement tracer, pour apporter des retraitements et des reclassements, pour effectivement l'objectif étant de chercher à avoir une information financière de qualité et qui est proche de la réalité de l'entreprise et donc des retraitements et des reclassements sont effectivement nécessaires sur le bilan comptable. Reste à savoir le fait que l'analyse financière, en utilisant le bilan comptable, peut donc utiliser ou bien peut établir le bilan, peut corriger le bilan comptable en suivant les concepts de deux approches, de deux hypothèses. Que ce soit la première hypothèse de cessation de l'activité qui intéresse les banquiers et les investisseurs, avant d'octroyer des crédits à l'entreprise. Donc ils sont intéressés à la liquidité, au niveau de liquidité, au niveau de solvabilité de l'entreprise, avant d'accepter, d'accorder un crédit à l'entreprise. Et donc à travers cette conception de liquidité ou de liquidation d'entreprise ou de cessation d'activité, on peut établir, bien l'analyste financier peut établir ce qu'on appelle le bilan financier. Et donc le bilan comptable, comme j'avais dit tout à l'heure, il peut subir effectivement des retraitements et des reclassements, mais cette fois-ci avec une deuxième hypothèse, avec une deuxième approche qui s'intitule, ou bien qui prend l'hypothèse de continuité de l'activité. C'est-à-dire on prend l'hypothèse que l'entreprise soit pérenne ou bien continue son exploitation, son activité. Et donc c'est une approche qui intéresse les managers et donc qui porte sur l'aspect économique et l'aspect fonctionnel de l'entreprise à travers laquelle, bien sûr, on établit cette fois-ci le bilan appelé fonctionnel. Et donc, et le bilan financier et le bilan fonctionnel prennent comme point de départ le bilan comptable comme point de départ, mais la différence existe dans la nature des retraitements et des reclassements que le bilan comptable subit pour se transformer en bilan financier ou en bilan fonctionnel. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons la consacrer au bilan financier, au retraitement du bilan financier, donc qui se base bien sûr sur le bilan comptable et qui effectivement prend comme point de départ le bilan comptable, mais sur lequel on effectue effectivement des retraitements et des reclassements. On a besoin de tracer un tableau appelé
tableau des retraitements et des reclassements. Tableau des retraitements et des reclassements qui ne présente que les éléments qui figurent au niveau du bilan comptable. D'accord? Donc le bilan comptable, comme vous avez pu le voir en comptabilité générale, il est constitué de. C'est un tableau à double entrée. À gauche, l'actif et à droite, le passif. Et effectivement, les rubriques et les postes de l'actif, ils sont bien les classes actifs immobilisés, actifs circulants et trésoriers actifs. Par contre, au niveau du passif, on trouve le financement permanent, le passif circulant et la trésorerie du passif. Et donc, effectivement, là, on peut avoir la possibilité, d'accord, d'utiliser le bilan comptable pour effectivement voir la possibilité d'utiliser le retraitement sur ces éléments. Donc, les éléments qui portent sur le bilan comptable, le premier retraitement, si vous voulez, et le premier reclassement, c'est le fait d'utiliser, de purifier le bilan comptable pour avoir en fait une certaine, si vous voulez, une certaine, une certaine situation réelle des finances de l'entreprise. Donc le premier retraitement et le premier reclassement, c'est le fait d'éliminer l'actif via l'actif immobilisé en valeur. C'est ce qu'on appelle, ce que le bilan comptable appelle les immobilisations en valeur. Les immobilisations en valeur, comme leur nom l'indique, ils n'ont pas une valeur marchande. Ils ne peuvent pas être vendus sur le marché. Et donc ce sont des constitutions, ce sont des frais préliminaires, ce sont des charges à répartir sur plusieurs exercices. Et donc c'est pour des considérations fiscales et juridiques que le fisc peut accepter au comptable de les intégrer dans les immobilisations pour pouvoir les répartir sur plusieurs exercices. Donc on ne va pas s'attarder sur cet élément, mais ce que vous devez, donc ce qu'il convient de tenir présent à l'esprit, c'est que les immobilisations en valeur, ils sont aux yeux du financier ou de l'analyse financier, ils sont des éléments qui sont à éliminer, ils sont des éléments qui n'existent pas. Aux yeux du comptable, ça existe, au niveau du bilan comptable, mais aux yeux de l'analyse financier, ça n'existe pas, puisque ce sont des éléments qui, justement, présentent ce qu'on appelle un actif fictif. Un actif fictif, dans la mesure où ça n'existe pas. C'est pour des considérations, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est pour des considérations fiscales et juridiques qu'on accepte à ce que le comptable y mette les classes dans la rubrique, bien dans le poste d'immobilisation en non-valeur. Et donc il convient de les éliminer, dites-moi s'il vous plaît, leur place essentielle, actif fictif ou bien immobilisation en non-valeur. Vous me l'avez dit tout à l'heure, c'est une rubrique ou bien c'est un poste de quelle rubrique? Oui, immobilisation en non-valeur, c'est effectivement, c'est un poste qui est classé au niveau de l'actif immobilisé, d'accord, de la classe actif immobilisé. Et donc, immobilisation en valeur, c'est un élément à éliminer. Mais avant, s'il vous plaît, j'attire votre attention à ce que le tableau des retraitements et des reclassements doit commencer d'abord par le travail de calcul des totaux comptables. On doit commencer d'abord par la colonne concernant les totaux comptables. C'est-à-dire, je cherche d'abord les totaux de chaque élément, de chaque rubrique. D'accord? Et donc, la rubrique d'actifs immobilisés d'abord, puis la rubrique du stock, puis la rubrique des créances et TVP, puis la rubrique de la trésorerie active, les capitaux propres, les dettes à long et moyen terme et les dettes à court terme. Vous savez, le bilan comptable, le bilan financier parlant, il est caractérisé par un bilan à 7 masses. 4 masses de l'actif et 3 masses du passif. 4 masses de l'actif immobilisé, le stock, les créances et TVP, la trésorerie d'actifs. Et 3 masses au niveau du passif, capitaux propres, dettes à long et moyen terme, dettes à court terme. Et donc, la première chose, le premier travail, c'est d'effectuer le total comptable. Il y en a ceux qui parlent du totaux comptable. Et donc, les totaux comptables, ils prennent, il convient également de mettre présent à l'esprit que les éléments que je mets au niveau du bilan financier, c'est les valeurs nettes et non pas les valeurs brutes.
comme pour le cas du bilan fonctionnel qu'on va voir dans un autre épisode. Donc pour le bilan financier, on prend les valeurs nettes. Tenez ça, présent à l'esprit s'il vous plaît. On prend les valeurs nettes et non pas les valeurs brutes. Donc le total des de l'actif immobilisé, les totaux du stock, les totaux des créances dérivées, les totaux de trésorerie de l'actif, ces éléments-là, on les trouve dans quel élément? On les trouve effectivement au niveau du bilan comptable. C'est-à-dire, je prends le bilan comptable, je vois au niveau des totaux de chaque rubrique, de chaque poste, je prends le total, par exemple, pour remplir la première cellule qui se trouve entre l'intersection entre actif immobilisé et total comptable, et il suffit justement de chercher le total dans le bilan comptable. Il suffit de le chercher au niveau du bilan comptable pour effectivement trouver le total. Et donc, de la même manière, je peux avoir le total des stocks, le total des créances intégrées et ainsi de suite. D'accord? Reste justement à préciser que les capitaux propres, ils concernent les capitaux propres et les capitaux propres et assimilés. Je fais la somme de la rubrique capitaux propres et capitaux propres et assimilés. Au niveau du financement permanent, il me reste les dettes de financement, les provisions durables pour risques et charges et les écarts durables de conversion, ou bien les écarts de conversion passive pour éléments durables. Donc là, c'est les dettes à long et moyen terme. Ça concerne les dettes à long et moyen terme. Le reste des dettes et le reste du passif, c'est les dettes du passif circulant et puis les autres provisions pour risques et charges et les écarts de conversion passifs pour les éléments circulants et la trésorerie du passif. Donc on peut trouver par exemple au niveau du financement permanent, on trouve les capitaux propres, on trouve les capitaux propres et assimilés, on trouve les dettes de financement, on trouve les provisions durables pour risques et charges, on trouve les écarts de conversion passifs pour les éléments durables. Et puis on trouve en bas, c'est-à-dire au milieu du bilan, au milieu des éléments du passif, le passif circulant et la trésorerie du passif. Et donc je prends les capitaux propres et les capitaux propres assimilés, c'est les capitaux propres, c'est la rubrique des capitaux propres. Je prends les dettes de financement avec les provisions durables, avec les écarts de conversion, et je les regroupe, je les rassemble dans les dettes à long et moyen terme. Et puis le reste, le passif circulant et la trésorerie du passif, c'est pour les dettes à court terme, puisque ça concerne des dettes qui sont, comme leur nom l'indique, ce sont des dettes à très court terme et à court terme. Donc c'est les trois rubriques les trois grandes masses des éléments du passif qui sont bien sûr classés par ordre croissant d'exigibilité. Et donc le premier traitement, ça concerne l'actif fictif. Et donc l'actif fictif, ça, on doit l'éliminer, puisque c'est une immobilisation de valeur, on doit l'éliminer de la place dans laquelle il figure, et on doit l'éliminer également, donc on l'élimine de l'actif immobilisé, puisque c'est une rubrique de l'actif immobilisé, mais si je l'élimine seulement de l'actif immobilisé, je vais contrecarrer, si vous voulez, je vais briser l'équilibre du total actif égal total passif. Et donc pour ne pas avoir ce déséquilibre-là, il convient également de les retrancher, de les éliminer également des capitaux propres aussi, pour avoir à maintenir l'équilibre total actif égal total passif. D'accord? Ça c'est le premier retraitement. Il y a un autre retraitement qui vient donc pour améliorer effectivement le bilan comptable. Il concerne les plus-values sur l'immobilisation. C'est-à-dire par exemple, quand on achète, par exemple, suivant le principe du coût historique, suivant le principe des coûts historiques, on a effectivement la possibilité de voir, si vous voulez,
Donc le principe des coûts historiques, juste à titre de rappel, puisque vous l'avez vu à l'occasion du modèle de comptabilité générale 1, le principe du coût historique dit qu'il impose pour le comptable d'inscrire les éléments de l'actif dans le bilan en les inscrivant, c'est-à-dire en les constatant par leur valeur d'origine ou bien leur valeur d'entrée. Leur valeur d'entrée, d'accord? La valeur d'entrée ou bien la valeur d'origine d'un actif, il reste toujours gardé dans le bilan. Par exemple, imaginez, nous avons acheté un terrain au 31/12/2000, un terrain à 100 000 par exemple. Et donc le comptable il est obligé, en suivant le principe de historique, d'intégrer au niveau des bilans toujours la valeur d'entrée de ce terrain tant qu'il est donc, à la propriété d'entreprise. Il ne va pas sortir du bilan tant qu'il est à la propriété d'entreprise. Et donc du coup, l'entreprise est obligée, le comptable est obligé d'apporter toujours le montant de la valeur d'entrée qui est 100 000. Mais par exemple ce terrain au 31/12/2023, est-ce qu'il a la même valeur? Est-ce qu'il a la même valeur? Il n'a pas la même valeur, bien sûr. Sa valeur, il va augmenter. Sa valeur va certainement augmenter dans la mesure où c'est un élément d'actif qui, par nature, voit sa valeur augmenter avec le temps, puisque c'est surtout un élément non amortissable. Bien qu'il ne subit pas une certaine, si vous voulez, une certaine détérioration, bien amoindrissement de sa valeur avec le temps, bien avec l'usure. D'accord? Et donc, du coup, le terrain qui atteint aujourd'hui une valeur, par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple, qui atteint une valeur au lieu de 100 000, de 1 million, mais le comptable est obligé toujours de le constater à 100 000. Donc, c'est une sous-estimation de la valeur d'entreprise. C'est une sous-estimation. C'est la raison pour laquelle on doit corriger cette sous-estimation par l'intégration de la plus-value. Donc, la plus-value sur immobilisation, il vient pour alimenter l'actif immobilisé et également ce bénéfice, ou bien cette augmentation, cette plus-value, il vient effectivement pour améliorer les capitaux propres. D'accord? Et bien sûr, si vous voulez, donc tenez présent à l'esprit également le fait que la plus ou la moins-value sur immobilisation et se calcule en suivant la formule suivante. Et donc la formule, je prends la valeur actuelle ou bien la valeur réelle ou bien la valeur du marché de l'immobilisation, de laquelle je retranche la valeur comptable. La valeur comptable, c'est-à-dire la valeur d'origine, la valeur avec laquelle il est enregistré le matériel. Et donc ça, c'est la formule de calcul de la plus ou la moins-value. Si le résultat est positif, on parle de plus-value. Si le résultat est négatif, on parle de moins-value. Si par exemple la valeur actuelle de ce terrain elle est passée à 300 000 et la valeur en 2000 était 100 000, la valeur d'origine, et donc est-ce qu'il y a une plus ou une moins-value? Il y a une plus-value de combien? De 200. Dans ce cas-là, je vais améliorer l'actif immobilisé et je vais également améliorer les capitaux propres par 2000. C'est comme si je cherche à améliorer, à corriger la situation réelle de l'entreprise. De la même manière, les moins-values sur l'immobilisation. Je vous attends, je vous écoute s'il vous plaît. Quel est le retraitement qu'on fait? Tout simplement, c'est le contraire, n'est-ce pas? Oui, très bien. Donc je vais mettre un moins, puisque c'est une moins-value. Ça concerne les éléments, les actifs immobilisés pour lesquels la valeur s'amoindrit avec le temps. Et donc je vais mettre moins également au niveau des capitaux propres. Également, je peux parler du stock outil. Et donc le stock outil, c'est, vous savez, le stock normalement, il est fait justement pour être utilisé. C'est un ensemble de la quantité de marchandises ou de matières premières qui est donc détenue par l'entreprise et qui est destiné à être utilisé dans moins de 2 ans, de 12 mois.
c'est-à-dire dans moins d'une année. C'est le stock. Mais des fois, les entreprises sont obligées de garder une partie du stock et est destiné à être gardé pendant plus d'une année. Et donc, du coup, il perd la caractéristique de stock, mais on doit les immobiliser. On doit l'immobiliser, puisque ce n'est plus un stock à utiliser pendant une année, mais c'est un stock de sécurité à être utilisé, destiné à être utilisé, à être gardé plus longtemps. Et donc, le stock outil, normalement, je dois l'éliminer de sa place normale, là où il figure. Et il figure dans quelle rubrique? Stock, tout à fait. Donc, je l'élimine et puis je dois l'intégrer, je dois l'immobiliser. Ça doit ressembler à une immobilisation puisqu'il est destiné à rester pendant très longtemps. D'accord? Ensuite, on peut trouver également un stock perdu, ou bien ce qu'on appelle un stock rossignol. Dites-moi s'il vous plaît, donc on doit toujours, si on appelle le même principe, on doit toujours l'éliminer de sa place originale, c'est-à-dire de la place là où il figure. Il figure ici, n'est-ce pas? Et donc, je l'élimine de sa place essentielle, mais est-ce que je vais l'immobiliser? Il est perdu. Ça doit ressembler à une moins-value. Sauf que la moins-value, c'est une perte partielle. Sauf ici, le stock, il est perdu tout entier. Donc, je vais l'éliminer du stock et je vais faire subir les actionnaires la même perte, puisque c'est une perte à l'entreprise. Donc, on l'élimine du stock et on fait subir la perte pour les capitaux propres. C'est-à-dire que c'est l'entreprise et les actionnaires qui vont supporter cette perte-là. D'accord? Voilà, donc c'est pour les stocks. Peut-être on peut avoir également d'autres retraitements. Il y en a plusieurs. Retraitements sur lesquels on se base. Il y a par exemple, si vous voulez, les titres et valeurs de placement, les TVP. Les TVP, facilement cessibles. Les titres et valeurs de placement qui sont facilement cessibles, c'est-à-dire si j'ai un titre et valeur de placement, je le possède, il se peut que le titre-là, il est facilement cessible ou il est difficilement cessible. Par exemple, j'ai acheté une action, d'accord? J'ai acheté une action. Peut-être que je cherche à ce que sa valeur augmente pour que je puisse la vendre. Du moment où je la présente sur un marché boursier, un marché financier ou monétaire, il n'est pas vendable facilement. Et donc, il est facilement cessible dans ce cas. On commence par le cas de facilement cessible. Donc, ça doit ressembler à quoi? J'ai par exemple un titre d'une valeur nominale de 100 dirhams. C'est comme si j'ai 100 dirhams. N'est-ce pas? Puisque du moment où je la présente à la vente, elle est vendue immédiatement. C'est comme si j'ai une pièce de monnaie. C'est comme si j'ai un billet de monnaie. Et donc, ça doit ressembler à quoi? À de la trésorerie de l'actif, n'est-ce pas? Ça doit ressembler à un chèque, ça doit ressembler à une pièce ou là, un billet au niveau de la caisse. Et donc, les TVP facilement cessibles, je les retranche de leur place là où ils figurent et je les intègre dans la trésorerie du passif. Dans la trésorerie, de l'actif. Pardon, merci. Donc, je les intègre ici dans la trésorerie d'actifs puisqu'ils vont être assimilés à de la trésorerie, à de la liquidité ou bien effectivement à un compte bancaire. Les TVP, cette fois-ci difficilement cessibles. Dites-moi s'il vous plaît, je vais toujours les retrancher de leur place là où ils figurent, mais je vais les intégrer où? Parce qu'ils sont difficilement cessibles. Je les présente aujourd'hui, ils ne sont pas cessibles. Je les demain, le lendemain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, sont difficilement cessibles. Et donc, je dois les immobiliser très bien. Je dois les immobiliser par le fait de les intégrer. Je les immobilise dans l'actif immobilisé. D'accord? Donc, je vais les immobiliser dans l'actif immobilisé, puisqu'ils vont ressembler à des titres de participation et non pas à des titres de valeur de placement. Parce qu'il y a une différence entre titres et valeur de placement et titres de participation. Les titres de participation sont des titres
qui sont achetés et qui donc présentent une stratégie à long terme, d'investissement à long terme. J'achète une action, je la garde pendant très longtemps et je reçois seulement les dividendes à la fin de chaque année. Mais les titres et valeurs de placement, c'est des titres qui sont achetés pendant que leur prix soit bas et qui sont vendus immédiatement du moment où leur prix gagne effectivement de valeur. D'accord? Et donc là, ça concerne les TVP facilement cessibles et les TVP difficilement cessibles. On va mettre une petite pause. Un autre retraitement et un autre reclassement, effectivement, ça concerne le bénéfice distribué. Le bénéfice distribué. Vous savez, le bénéfice distribué, ça concerne au niveau de la comptabilité générale, ça concerne quoi? Ça concerne le résultat net de l'exercice. Ça concerne le résultat net de l'exercice, n'est-ce pas? Et le résultat net de l'exercice, c'est un poste dans quelle rubrique? C'est un poste dans quelle rubrique? Résultat net de l'exercice. Vous pouvez justement consulter au niveau de votre plan comptable marocain, vous allez trouver que le résultat net de l'exercice, c'est un poste, oui, au niveau des capitaux propres. Si vous vérifiez, vous allez trouver que le résultat net de l'exercice, c'est un poste des capitaux propres. Quand il est distribué, dans ce cas-là, quand il est distribué, on doit l'éliminer de sa place, là où il figure. Quand le bénéfice est distribué, on doit l'éliminer de sa place, là où il figure. La place là où il figure, c'est effectivement, la place là où il figure, nous avons dit, c'est les capitaux propres, effectivement. Donc on doit effectivement réduire les capitaux propres du résultat de l'exercice parce qu'effectivement, il y a une certaine, si vous voulez, diminution et une distribution de résultat net. Ça ne fait dire plus au niveau des éléments des capitaux propres, mais donc on doit l'éliminer effectivement des capitaux propres. Donc le bénéfice distribué, on élimine les capitaux propres, mais on le distribue où? On le distribue effectivement dans des dettes à court terme. Pourquoi? Parce que une fois l'assemblée générale de la distribution des bénéfices est finie, il y a les actionnaires qui viennent, justement, ils peuvent venir prendre leurs dividendes. Il y en a quelqu'un qui va venir le jour même, un autre qui va venir demain, le lendemain, la semaine prochaine. Donc c'est comme une dette à court terme. Donc je l'élimine ici et je l'ajoute dans des dettes à court terme, effectivement. D'accord? Donc c'est une dette à court terme que je dois effectivement intégrer au niveau du bénéfice distribué. On peut parler également des provisions sans objet. Des provisions qui sont durables à plus d'une année. Des provisions sans objet à plus d'une année. Vous savez, la provision, quand il devient sans objet, par exemple, qui est faite, par exemple, concernant peut-être un litige contre un client ou un fournisseur, et pour lequel, par exemple, le client ou le fournisseur a intenté une action de justice, et donc l'entreprise, si elle a le risque, ou bien le doute, à ce qu'il va perdre l'affaire, il va mettre, justement, constater une provision durable pour risque et charge si le litige va durer plus d'une année. Imaginez par exemple ce litige-là, cette affaire, elle a été gagnée par l'entreprise. Est-ce que la provision a toujours un objet? Il n'est plus, elle est sans objet. Elle est devenue sans objet. La provision, puisqu'elle est sans objet, je dois la récupérer. La provision qui est devenue sans objet doit être récupérée. Et bien sûr, la provision durable pour risque et charge, sa place essentielle, c'est, vous pouvez jeter un coup d'œil sur les éléments du passif, les provisions durables pour risque et charge, leur place essentielle, c'est parmi les dettes à long et moyen terme. Donc, puisque c'est à récupérer et devient sans objet, je dois l'éliminer, je dois la retrancher tout entière des dettes à long et moyen terme. Je dois la retrancher à 100%. Normalement, je la récupère dans le capitaux propre à 100%. Normalement, c'est la logique. Mais le fisc,
n'accepte pas à ce que la récupération soit à 100%. Quand la provision devient sans objet, la récupération il se fait à hauteur juste le montant net, c'est-à-dire je dois payer une partie des impôts. Et donc je dois, dans le cas où le taux d'imposition est de 30%, je dois récupérer dans les capitaux propres seulement 70% et les 30% qui restent, c'est une dette envers l'État sous forme si vous voulez, sous forme comment dirais-je, d'impôt latent. Et donc, la récupération de la provision sans objet, qui est devenue sans objet, en partie au niveau des capitaux propres et en partie sous forme d'un impôt latent et sous forme de dette à court terme vis-à-vis de l'État. Le type de provision sans objet, mais cette fois-ci, qui concerne les autres provisions pour risque et charge, donc moins d'une année, qui concerne les éléments du moins d'une année, et donc leur place essentielle, c'est les dettes à court terme, effectivement, et non pas les dettes à long terme. Donc je vais les retrancher moins 100% des dettes à court terme, et je vais récupérer de la même manière seulement 70% de la provision qui est devenue sans objet, mais 30% elle est classée dans les dettes à court terme sous forme d'impôt latent à payer à l'État. Et donc moins 100% plus 30%, ça va donner, en calcul, ça va donner 70%. D'accord? Je peux mettre ici moins 70% plus 70%. Les 30%, il va rester dans les dettes à court terme. D'accord? Les créances immobilisées devenues à moins d'une année. Vous savez, il y a des créances immobilisées, normalement, qui sont immobilisées, mais qui sont devenues à moins d'une année. Par exemple, l'entreprise a accordé un prêt au prêt d'un personnel pour une durée de 2 ans. Mais le personnel, il a donc récupéré de l'argent et il voudrait rembourser l'entreprise dans 6 mois. Il ne va pas attendre 2 ans, mais il va rembourser dans 6 mois. Donc, du moment où il informe l'entreprise qu'il va rembourser sa dette pendant 6 mois, et donc la créance, elle n'est plus une créance immobilisée, mais elle devient une créance à moins d'une année. Et donc, je dois annuler la créance immobilisée. Normalement, sa place essentielle, c'est ici. Elle devient, donc je l'annule, je l'élimine de sa place de figure et je la mets dans les créances. Ça va ressembler à des créances qui sont normales, comme des créances clients. D'accord? Il y a des créances clients qui sont devenues à plus d'une année. Et donc je vais les éliminer des créances clients et je vais les immobiliser puisqu'ils sont devenus à plus d'une année. Par exemple, un client qui nous doit de l'argent, d'accord, mais avec des difficultés de financement, il nous informe que sa dette va être payée dans l'année prochaine. Et donc ça devient, donc ce n'est plus une créance, ça devient une créance immobilisée. Je vais l'éliminer des créances et je vais l'immobiliser. La même chose pour les dettes. Dettes de financement à moins d'une année. Dettes de financement à moins d'une année, je vais les éliminer des dettes à long terme et je vais les ajouter dans les dettes à court terme, puisqu'elle est devenue à moins d'une année. Le contraire, dette fournisseur par exemple, à plus d'une année. Par exemple, une dette que nous avons vers un fournisseur et que nous avons informé qu'on va le payer dans 2 ans, dans une année, dans plus d'une année, donc ça devient une dette à long terme et non plus une dette à court terme. Donc je vais faire le contraire ici, je vais annuler les dettes à court terme puisque les dettes fournissent leur place essentielle, c'est les dettes à court terme, mais je vais les ajouter dans les dettes à long et moyen terme. D'accord? Donc là, c'est un reclassement. Les faits où j'élimine d'un côté et j'ajoute dans le même côté, c'est des retraitements. Mais dans la mesure où, par exemple, ça c'est un retraitement. Par exemple, pour les plus-values et les moins-values, c'est un retraitement, c'est-à-dire une correction de la valeur. Alors que pour les reclassements, je prends juste la dette et je la reclasse.
suivant l'ordre croissant d'exigibilité ou l'ordre croissant de liquidité des éléments de l'actif. D'accord? Il y a d'autres éléments, comme par exemple les écarts de conversion actifs et les écarts de conversion passifs. Donc les écarts de conversion actifs, ce sont des pertes, donc écarts de conversion actifs, justement, non couverts par une provision. Donc là, c'est une perte. Cette perte-là, je dois l'éliminer. Je dois l'éliminer de l'actif immobilisé et je dois l'éliminer également des capitaux propres. Donc ici, c'est effectivement si vous voulez, un retraitement, une correction, puisque les écarts de conversion, on va justement, si le temps le permet, on va essayer de faire toute une épisode par rapport aux écarts de conversion actifs et aux écarts de conversion passifs, parce que vraiment, ça pose un grand problème au niveau des études supérieures. Donc, pour mieux comprendre ces écarts-là, peut-être, si le temps le permet, on va consacrer, si vous voulez, un épisode rien pour clarifier les écarts de conversion actifs et passifs. Les écarts de conversion passifs. Les écarts de conversion passifs, et leur place essentielle, c'est au niveau des dettes à long et moyen terme. Et donc, c'est un gain, si vous voulez, un gain potentiel. Donc, du moment que c'est un gain potentiel, je vais éliminer de sa place essentielle, qui est les dettes à long et moyen terme, et je l'ajoute dans les capitaux propres, puisque c'est un gain potentiel. C'est un gain potentiel qui est occasionné par, justement, soit le paiement, ou bien le paiement de dette, ou le remboursement de dette, ou le recouvrement de créances, mais qui sont libellés en devises étrangères. Donc là, il y a un taux de change qui rentre en jeu, mais rassurez-vous, on va donc consacrer tout un épisode par rapport à ces éléments. Il y a d'autres éléments, mais puisque le temps ne le permet pas, on va s'arrêter au niveau de tous ces retraitements-là. Et donc, en fin de compte, on doit avoir ce qu'on appelle les totaux financiers, ou bien le total financier. Le total financier. Et le total financier, ce n'est d'autre que le total, la somme du total comptable avec tous les éléments pour chaque rubrique, pour chaque classe. Pour chaque classe, on a un total ici et également au niveau total des stocks, total des actifs immobilisés et ainsi de suite. Et donc, une fois on a cette ligne-là concernant les totals financiers, c'est les éléments, c'est là où on pourrait effectivement rendre debout le bilan. Et donc, on peut avoir actifs, les éléments d'actifs et les éléments du passif. Et donc, éléments, montant et pourcentage. Éléments, montant et pourcentage. Ça, c'est effectivement la présentation, c'est la structure finale. Ça, c'est le total actif. Ça, c'est le total passif. Et bien sûr, au niveau du total, on aura 100%, total passif, 100 pour 100%. Donc, effectivement, cette structure, si vous voulez, vous avez vu, nous avons commencé par le bilan qui est debout, puis nous l'avons allongé pour le soigner, pour le traiter, et puis une fois traité et soigné, et une fois il est purifié, corrigé, on le reprend une deuxième fois debout pour présenter ce qu'on appelle le bilan financier. Dans ce chapitre-là, on est passé par 3 étapes essentielles. La première étape, c'est d'avoir le bilan comptable, de l'utiliser, effectivement, d'utiliser des retraitements et des remplacements pour corriger ce bilan comptable, pour en fin de compte avoir le bilan financier qui pourrait être utilisé effectivement pour des besoins, si vous voulez, d'analyse financière et qui pourrait effectivement avoir une idée réelle et une idée, très proche de la réalité de la situation financière de l'entreprise, sur la base duquel on peut effectivement avoir
à évaluer l'équilibre financier. Donc, des épisodes futurs, Inch'Allah, on va effectivement s'intéresser au bilan fonctionnel. D'accord, au retraitement du bilan fonctionnel et quelle est la considération pour le faire. Donc, d'ici là, portez-vous bien, passez de très bons moments et merci de votre attention.